Voilà, bonjour à toutes et à tous. Vous pouvez mettre le casque pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore, sinon vous n'entendrez rien. Voilà, vous pouvez vous brancher là-dessus et vous dire tout de suite, là vous voyez, il y a un QR code là sur ce côté. Peut-être que vous êtes déjà habitué maintenant si vous avez suivi plusieurs conférences, mais il vous suffit de flasher ce QR code et vous m'envoyez vos questions ou commentaires sur cette tablette. Donc je peux au fil de l'eau poser les questions à nos intervenantes et intervenants qui vont bientôt arriver. Donc voilà, bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour. Bienvenue à cette table ronde consacrée au recyclage et à la réincorporation des matières premières dans les énergies renouvelables. Souveraineté, c'est le maître mot qui pousse désormais l'Europe à développer des filières de recyclage et de réemploi, avant même les questions environnementales. Exploiter le potentiel de nos déchets, le principe est bien connu pour nos emballages alimentaires, et il arrive dans les énergies renouvelables, dont les industries sont très jeunes, il faut le rappeler, et donc les gisements recyclables n'arrivent qu'aujourd'hui. Et la réglementation aussi par conséquent. Alors pour l'éolien, le photovoltaïque ou les batteries, il reste des défis techniques et il y a surtout des défis industriels. Avec derrière la même question que pour le neuf, entre guillemets, veut-on payer plus cher des filières de recyclage et des emplois européens ou bien veut-on externaliser à moindre coût vers des pays moins disants en prix mais aussi au niveau environnemental et humain, à commencer bien sûr par la Chine, notre usine monde. Vaste question. Deux séquences ce matin pour cet après-midi pour y répondre. D'abord un tour de table rapide avec nos intervenants. Et puis nous ferons table ouverte avec vous pour une discussion, puisque donc vous pourrez m'envoyer vos questions en flashant ce QR code, je le rappelle pour celles et ceux qui viennent d'arriver à l'instant, ce qui est sur l'écran. Et à la toute fin de la table ronde, si on a le temps, si on est bon, on aura une petite séquence aussi avec le bon vieux micro à l'ancienne. Voilà. Donc j'invite à me rejoindre sur scène tout de suite Luc Exala, directeur économie circulaire de la société Magrisource, Raffaella Giardino, directrice produit innovation de Carbone Solar, Christophe Richoux, coordinateur développement durable EDF Power Solutions et Olga Kergaravat, coordinatrice thématique métaux et batteries à l'ADEME. Oui. Merci pour eux. Merci à vous d'être avec nous à Montpellier cet après-midi pour cette table ronde. Et nous commençons ce premier tour de table avec vous, Olga Kergaravat. Je vais essayer de bien dire votre nom parce que j'y arrive pas depuis le début. Donc vous avez un doctorat dans le domaine de l'hydrogéologie et la pollution des nappes souterraines. Vous êtes arrivé à l'Agence de la transition écologique il y a un peu plus de 20 ans en tant que chef de projet pour la dépollution des sites industriels orphelins. En tout cas, c'est comme ça que moi je décris la chose. Et vous m'avez dit être arrivé au bon moment, quelques années avant que finalement ces questions de dépendance et de souveraineté soient en haut de l'agenda politique. Et depuis 10 ans, vous êtes la coordinatrice scientifique et technique au sein du service éco-conception et recyclage dans la direction économie circulaire de cette agence d'État, avec, comme le titre de votre fonction le suggère, un focus sur les batteries et plus largement sur le recyclage des métaux. Et donc, moi, ma première question, c'est de quels métaux, justement, on va avoir besoin le plus pour faire notre transition écologique et énergétique. Est-ce qu'on peut lancer Oui, une petite slide? Bonjour à toutes et à tous et merci à Energaia de nous proposer d'intervenir aujourd'hui parce que c'est vrai, pour moi, c'est un vrai pas de côté en fait de la part d'Energaia parce qu'on est un petit peu en parallèle avec différentes tables rondes qui sont organisées ici. Et effectivement, les transitions énergétiques vont demander plusieurs métaux, beaucoup de métaux, presque tous les métaux. Et ces besoins de métaux, en fait, ils vont aller crescendo. Donc, effectivement, l'Agence internationale de l'énergie estime que pour certains métaux, on va avoir les multiplications de 7 à 42 fois, en fait, dans le demande de ces métaux. Et qui est gagnant? Je ne sais pas si vous voyez sur le slide.
Qu'on peut remettre Donc, peut-être en plus gros, on verra après. Oui, voilà. Donc, je vous dis quand même, en fait, sans beaucoup de suspense, en fait, c'est le lithium. Et pourquoi c'est le lithium qui gagne? Parce que, en fait, il fait partie de ces fameuses batteries au lithium-ion qui drive actuellement, effectivement, toute cette transition bas carbone, et notamment pour les mobilités, mais aussi pour les batteries stationnaires. Et effectivement, ce qui est intéressant à voir sur cette slide, qu'il y a des métaux dont on a besoin essentiellement pour un seul et même usage, comme par exemple le silicium métal, qu'on a besoin surtout pour les panneaux photovoltaïques. D'ailleurs, le silicium métal, proprement dit, ne fait pas partie des métaux. Donc voilà, ce sont des abus de langage en fait qu'on utilise parce que c'est un aspect métallique et il y a beaucoup des alliages d'aluminium et silicium. Et donc, les silicium métal, effectivement, bon, voilà, c'est l'usage presque unique en fait pour les panneaux photovoltaïques. Mais il y a d'autres métaux comme le cuivre. Et en fait, ça, c'est super important où on a les vrais conflits d'usage entre les différents secteurs. Et donc, effectivement, il y a des métaux comme le cuivre, mais aussi comme par exemple le lithium, nickel ou les terres rares qui vont être utilisées en fait pour plusieurs technologies, comme par exemple pour les véhicules électriques, mais aussi pour les éoliennes offshore, Oui. etc. En fait, donc pour On les va en terres rares, parler etc. tout à l'heure. Donc effectivement, est-ce qu'en fait on est tous égaux vis-à-vis en fait des possessions en fait de ces métaux critiques stratégiques? Bah, c'est loin d'être le cas parce que il faut le dire qu'en fait en France et en Europe on est très dépendant de qui? De qui? Donc on regarde en fait la carte et on voit que par exemple les 35% de cuivre, par exemple, que voilà, c'est un métal qui est extrêmement important pour la transition énergétique, proviennent de Chili et du Pérou. Donc il y a un tiers en fait de cuivre raffiné dont on a besoin pour l'Union européenne qui proviennent en fait de chez nous en fait. Donc voilà. Et effectivement, le raffinage de cuivre, bah, c'est toujours la Chine. Hein. Donc si on poursuit en fait, pour les terres rares utilisées dans les aimants permanents, qui sont utilisées où? Bah, qui sont utilisés dans différents moteurs, dans les éoliennes notamment. Donc il y a Luc qui va parler tout à l'heure. Et effectivement, quasiment 100% des terres rares raffinées ils proviennent de la Chine. 98%, j'avais en tête. C'est ça, bon, Ouais. approximativement. Donc lithium, les fameux lithium qu'on a évoqués tout à l'heure, 40% qui proviennent de l'Australie. Donc ce sont les grands roches dures, en fait, les spodumènes qui sont en Australie, mais aussi en fait les fameux triangles lithium en fait avec Chili, Argentine et Bolivie, avec les salaires, les zones désertiques, etc. Et effectivement, les métaux emblématiques qu'on parle énormément, en fait, c'est le cobalt, en fait, qui est dominé par la République démocratique du Congo. Et effectivement, bon, là, en fait, c'est un pays qui est au cœur, en fait, entre guillemets, des différentes situations géopolitiques, avec l'instabilité politique, avec les top 20 en fait, des corruptions. Et là, en fait, vous allez penser qu'en fait, la Chine est loin. Bah non, pas du tout, parce qu'elle contrôle 15 des 20 les plus grandes mines en fait, des républiques démocratiques du Congo et qui contrôle en fait 70% du raffinage du cobalt dans le monde. Donc vous voyez, en fait, la Chine, ils sont quand même très malins. C'est terrible, parce qu'ils ont réussi, en fait, depuis les années 90, construire une vraie politique industrielle. Il s'est bien positionné, en fait, sur l'extraction, donc sur les mines, mais aussi sur à peu près toute la chaîne de valeur, en fait, des métaux. Donc le raffinage, parce que bon, voilà, le raffinage aussi, ça va nous bloquer parce qu'on a besoin, en fait, les métaux raffinés. Mais aussi, et bon, on verra peut-être un petit peu plus tard, en fait, sur le recyclage, bah, ça ne nous arrange pas du tout. On va dire ça comme ça, parce qu'ils sont partout. On va en parler. Ils ont les capacités. On va en Voilà. parler. On avance un peu peut-être sur cette première partie. Donc voilà, Oui, l'enjeu de donc, réindustrialisation. oui, l'enjeu, en fait, bon, effectivement, il y avait le Covid-19 qui est passé par là, mais aussi, en fait, la guerre en Ukraine, bon, qui nous a bien sensibilisés par rapport, en fait, les chaînes de valeur qui sont très fragilisées. Ça nous a réveillés, je dirais, en Europe. Oui, mais en tout cas, ça a permis de prendre conscience, en fait, de ces problématiques bien comme il faut. Et donc, en
2023-2024, en fait, l'Union européenne sort plusieurs textes, en fait, plusieurs règlements très intéressants et en fait très structurants. En fait, sur les métaux, notamment Critical Raw Material Act, donc mars 2024, donc dans lesquels ils posent vraiment des bases voilà, sur les métaux stratégiques et notamment sur l'extraction de 10% en fait, des métaux stratégiques qu'on va consommer, où on verra plus tard en fait, des 25% de recyclage quand même nécessaire en fait, un recyclage domestique. Donc voilà, il y a un autre texte en fait, qui est sorti juste 2 mois après, donc mois de mai 2024, Net Zero Industry Act, oui. NZIA, avec effectivement toutes ces promotion en fait des technologies propres bas carbone en fait et donc les souhaits de ramener en fait ces technologies en fait par chez nous. Il y a, bon, on sent quand même il y a cette volonté forte de l'Union européenne de réindustrialiser, de reprendre la main. Bon, est-ce que c'est trop tard? Je ne sais pas. Il y a aussi un texte structurant, mais vraiment, je voulais les noter. C'est mois de juillet 2023, Règlement européen de batterie. C'est vraiment un texte qui est inédit pour moi parce qu'en fait, il fixe, pour la première fois, en fait, il fixe les objectifs qui sont très, très larges en fait, sur les batteries, tant au niveau de rendement de recyclage qu'au niveau de récupération de métaux, mais aussi, et ça c'est la première fois en fait, dans le texte réglementaire européen, les taux d'incorporation de métaux dans le nouveau produit. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui vraiment nous permettrait, je l'espère, avancer. Je ne sais plus qu'est-ce que je parle. Ah oui, non, donc comme on n'a rien par chez nous, oui. Hein bah, pas grand-chose, disons ça en fait. Il y a un projet de mine de lithium. Bon, après, ça va prendre du temps peut-être. Dans l'Allier, effectivement, c'est les projets Émilie en fait, qui est porté par la société Imerys, en fait, dans l'Allier. Et effectivement, ce sont des mines de kaolin qui existent déjà, en fait, dans lesquelles ils souhaiteraient en fait, ouvrir une mine souterraine en fait, dans laquelle ils pourraient produire du lithium. Effectivement, pour le moment, ils sont dans la phase de concertation très longue. Ça va prendre du temps. Très longue. Avec beaucoup d'études environnementales, etc. En fait, mais je pense qu'on a besoin de ces études, mais pas mal de contestations aussi sur place en fait, des locaux. Oui, oui, et effectivement, on a pris l'habitude d'externaliser un tout petit peu là aussi, non seulement les moyens de production, mais les moyens d'extraction. Enfin, en tout cas, la phase d'extraction. Donc, c'est tout ça qui pose. C'est des questions de société qui reviennent quelque part. Effectivement, en fait, on se sentait bien en fait que ça part de chez nous et en fait, voilà, les smartphones arrivent chez nous en fait tout fait. Bon, pardon, j'ai dérapé. Après, et donc au niveau de, je voulais juste en fait 2 secondes dire qu'en fait, comme on n'a pas tout ça en fait, des mines et tout ça, donc on est obligé quand même de partir dans le recyclage des mines urbaines. Vous voyez en fait, mines urbaines, tous ces déchets en fait qu'on voit en tant que voilà. Nos téléphones, tout ça. Là, vous avez une petite mine dans les mains. Mais en fait, les bonnes mines. Mais en fait, il y a quand même beaucoup de limites en fait dans ça parce que les taux de recyclage sont très bas en Europe et en France parce qu'en fait, il y a beaucoup de difficultés. Parce que le gisement il est disparate et il n'est pas constant. Je veux dire un truc atroce, les durées de vie des équipements est très longue. C'est très très bien en fait parce qu'on n'a pas besoin de renouveler, mais pour le coup en fait ce sont des produits qui n'arrivent pas à la fin de vie, en tout cas pas suffisamment rapidement. Donc les recycleurs en fait ils sont très très frileux pour ouvrir en fait les capacités de traitement, donc ils attendent. Et du coup en fait voilà, on a besoin de penser autre chose, éco-conception. On va en parler. Seconde vie, etc. On va en parler. Moi, je vous fais avancer un tout petit peu, Olga, puisque c'est le rôle de l'ADEME. Non, mais c'est très bien, c'est très informatif, mais c'est vrai que si on veut avoir le temps de faire un peu le tour de la question en 1 heure, malheureusement, je dois faire un peu le gendarme. Non, mais la prochaine fois, on fait une journée. On fait une journée Nergaïa, en fait, souveraineté. Ça marche, on prend le pari. Donc,
depuis 2023, l'ADEME pilote un outil technique et financier pour valoriser les déchets justement en matière première de recyclage. Il y a un appel à projet qui s'appelle Ormat. Et je voulais vous poser la question de la place qui occupe les énergies renouvelables et quelles sont les attentes de l'État derrière ce type d'appel à projet. C'est vrai qu'il y a Ormat en fait, dans lesquels on Ouais. utilise nos fonds économie circulaire de l'ADEME, Oui. donc notre propre fonds, et bon, dans lesquels en fait, on souhaite vraiment travailler sur la valorisation des métaux, sur la récupération, etc. Donc ça peut être en fait dans les énergies renouvelables, mais ça peut être les meilleurs tri des métaux, des alliages divers et variés chez Galou ou d'autres en fait, prestataires. Mais en fait, je pense que au niveau des portées, entre guillemets, des financiers, c'est surtout en fait les projets France 2030 qui sont vraiment structurants, dans lesquels effectivement on utilise de l'argent de l'État, toujours en fait, bien entendu, comme par exemple l'appel à projet RRR, recyclabilité, recyclage et récupération, dans lesquels effectivement on a les forces de frappe avec les montants de projets qui sont extrêmement importants, dans lesquels effectivement on peut vraiment pousser, bon je dirais pas à l'extrême, mais au maximum. Pour l'État. Et en plus, il y avait en 2025 un truc exceptionnel qui a lieu pour 4 filières, en fait, batterie, éolienne. Et je pense que vous avez bénéficié à MagResources. Éolienne, les PV, les panneaux photovoltaïques et les pompes à chaleur. Donc ça, c'est le crédit impôt vert donc, qui était accordé exceptionnellement par l'État. Et donc, effectivement, c'est le DGFIP en fait, qui a donné le crédit impôt pour la transition verte. Ah ben, c'est plus qu'un peu. Et donc, je vous ai donné en fait 2 sources pour aller plus loin sur ce sujet. Voilà l'avis de l'ADEME sur les transitions énergétiques et matériaux stratégiques. Okay, donc on n'ira pas beaucoup plus loin. Non. Juste, là, il y a un QR code, j'en profite et je lance un appel à l'aide à la technique. J'ai la tablette qui m'a lâché au niveau... au niveau de Slido, qui est l'application. Donc, pour ceux qui m'ont envoyé peut-être des questions, ça va revenir, j'espère. En tout cas, moi, je n'ai plus de... Je n'ai pas vos questions, donc j'espère que ça va arriver juste après. On va réussir à combler. On garde... Non, bah oui, alors là, j'ai aucun souci. J'ai pas d'inquiétude. Merci Olga pour ce premier tour de table. Et maintenant, je me tourne vers Luc Exala. Vous êtes le directeur économie circulaire de la société MagResources, donc une entreprise d'une 50aine de salariés qui est basée près de Grenoble, avec une production, c'est celle des aimants permanents recyclés. Alors sur une année, MagResources en produit aujourd'hui une centaine de tonnes dans une usine pilote. Qu'on voit ici. Ah non, ça c'est le projet, vous allez le dire après. Donc c'est une entreprise qui a 4 ans, mais qui est le fruit de 30 ans en fait, de travaux de recherche, du CNRS autour des terres rares. Vous allez nous dire concrètement où vous en êtes, mais d'abord, racontez-nous ce mariage entre les secteurs de la recherche et de l'industrie. Alors, bonjour à tous et à toutes, et merci à Energaia pour cette belle invitation. Merci à l'ADEME aussi qui soutient certains de nos projets. Pourquoi ce mariage? Parce qu'aujourd'hui, les aimants permanents sont donc c'est un alliage de fer et de terres rares. Il y a à peu près 30% de terres rares dans un aimant permanent. C'est un matériau qui n'est pas nouveau. Contrairement peut-être à des nouvelles filières énergétiques, on va dire que ça fait à peu près 30 ans que ce type de matériau a été découvert par des Japonais et des Américains, et que vous avez ces petits aimants dans certains dispositifs, donc dans les smartphones, vous allez en trouver dans les moteurs électriques de vélo, dans les trottinettes, dans la voiture, dans la voiture, les haut-parleurs, les directions assistées, enfin ces aimants-là, on les retrouve un petit peu partout. La production industrielle française était plutôt pas mal placée dans les années 90, et puis elle a disparu parce que c'était une industrie quand même un petit peu sale, on pourrait dire quand même. Il y a quand même des étapes qui génèrent beaucoup de produits, de coproduits chimiques ou on va dire d'impact environnemental. Donc ça a été un petit peu outsourcé à cette époque, principalement en Chine. Mais on a eu la chance que la recherche française ait maintenu un effort important sur ces sujets. Notamment à Grenoble. Grenoble, c'est un berceau du magnétisme. Il y a Louis Nel qui a eu un
prix Nobel là-dessus il y a 50 ans, 60 ans maintenant. Et donc on a eu le CNRS avec des laboratoires de magnétique qui sont restés actifs sur ces sujets-là et puis qui ont maintenu, on va dire, une compétence socle. Il y a aussi d'autres laboratoires en France, bien sûr, chez CEA notamment, avec des labos assez importants. Et donc notre cofondatrice, Sophie Révoirard, est chercheuse au CNRS depuis 25 ans. Elle a travaillé sur les aimants permanents et elle a mis au point, avec son mentor, monsieur Dr Fruchard, une technologie de recyclage en voie courte. Aujourd'hui, ces matériaux, ils ont une propriété assez intéressante, c'est quand on met de l'hydrogène sur un aimant permanent aux terres rares, les terres rares, elles adorent l'hydrogène rentre dans la maille cristalline et il fracture le matériau. Donc c'est utilisé pour casser en petits morceaux lors du process ces matériaux. Et on va dire le CNRS a rendu un petit peu plus robuste cette technologie, cette technologie pour permettre le recyclage des aimants. Donc c'est ce qu'on voit un petit peu sur l'image. On prend des vieux aimants, on les nettoie, on les plonge dans un réacteur à hydrogène. Il ne faut pas beaucoup d'hydrogène, hein, ce n'est pas une techno très consommatrice. Et puis on crée la petite poudre hydrurée que vous voyez en haut à gauche de l'image. Ça, c'est la base pour faire un aimant. Un aimant, c'est fait en métallurgie des poudres, donc il faut cette petite matière sous forme de grains pour refabriquer un aimant permanent. Et c'est donc ce qui a été à la base de la création de MagResource par un entrepreneur, M. Petit, et puis Sophie Révoirard, cette chercheuse, il y a 5 ans. L'aventure se passe bien, on est presque 50 personnes. On a, alors pas la photo là, mais une usine pilote à Noyaret qui produit entre 50 et 100 tonnes. On va dire, on n'est pas en full scale aujourd'hui, mais on va dire, on a commencé à vendre nos premiers aimants permanents. C'était aussi une façon de montrer que le recyclage en voie courte, c'est très rapide. Aujourd'hui, vous avez 2 solutions pour faire des aimants made in Europe. Soit vous allez acheter des terres rares chez un minier. Bon, le problème des Chinois, c'est qu'ils ne vont pas vous vendre la terre rare à un prix très sympathique. Donc il faut trouver hors Chine. En Europe, il n'y a pas de mine opérationnelle. C'est ce qu'Olga a expliqué. Dans les terres rares, il y a un petit peu le nord de l'Europe, mais bon, c'est dans 7-8 ans à peu près. Donc, soit vous avez du mal à vous approvisionner, soit vous faites du recyclage. Et le recyclage, l'avantage, c'est que la mine urbaine, elle existe. Des objets qui contiennent des aimants qui finissent à la déchetterie, il y en a tous les jours. Et donc, nous, c'est notre approvisionnement. Et on refabrique des nouveaux aimants pour nos clients avec ça. Et aujourd'hui, donc, c'est une usine pilote, hein, vous l'avez dit, qui fait 2000 mètres carrés. Vous avez ce projet de grande usine. Vous allez nous en parler un petit peu. Avec un débouché imaginé, c'est le secteur de l'éolien. Donc là, j'avais repris juste un petit graphique que vous aviez vous-même mis de côté parce qu'il montre bien la projection de la demande, hein, pour les aimants permanents en Europe. Et il y a l'éolien, évidemment, qu'on voit avec les 2 couleurs, c'est le terrestre et l'éolien en mer. C'est ça. Et aujourd'hui, donc, je vous l'ai dit, les aimants permanents type terre rare sont majoritaires dans les applications qui utilisent des aimants. Donc on les retrouve partout. Pas forcément sur des gros aimants, c'est souvent des petits aimants, des moyens aimants, on pourrait dire. Et ça, c'est un socle de demande qui est continu et en croissance tranquille. Et là, avec la transition énergétique, les plans à 2030 et 2050 net zéro, en fait, on a énormément besoin de développer l'éolien et l'électrification des transports. Donc dans un cas, on a besoin d'aimants pour les génératrices, principalement offshore mais aussi onshore, on le voit de plus en plus. Et puis pour la voiture électrique, toute voiture électrique a un gros moteur de traction qui fait 100-200 chevaux. Très très généralement, il y a des aimants dans ces moteurs à 90% du temps. Et il faut entre 1 et 2,5 kg d'aimants par moteur électrique de voiture. Et là, on parle de produits qui sont vendus à des millions d'exemplaires. Donc en fait, aujourd'hui, la croissance de la demande en Europe, elle est principalement tirée par ces 2 nouveaux secteurs. On fait face à un triplement de la demande annuelle en 30 ans, c'est énorme. Alors en face, on a des mines qui sont en train de se mettre. Et on voit que la courbe, elle est quand même très ascendante jusqu'à 2030, donc c'est maintenant. Ça, c'est la théorie, parce qu'après, vous, c'est les aimants permanents recyclés. Donc j'imagine que vous êtes en contact avec les turbiniers ou les gens qui sont sur les composants. Ouais. Est-ce que vous avez un bon accueil? Alors oui, et pour 2 raisons. Alors, donc, nous, on s'est positionné sur les secteurs résilients, stratégiques, donc l'éolien en est un. Maintenant, faire un aimant pour l'éolienne, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il faut des machines assez spécifiques. C'est des gros aimants avec des grades magnétiques qui sont, on va dire, bien plus élevés qu'il y a 15 ans. Donc on est en train d'y travailler. Je pense qu'on sera en mesure de faire nos premiers aimants à l'échelle pilote, c'est-à-dire quelque chose de significatif, d'ici septembre 2026. Donc c'est un gros jalon parce que ça nécessite quand même des millions d'euros d'investissement pour une jeune start-up.
Et l'ambition, c'est d'avoir à peu près 40-50% de nos produits qui iront dans l'éolien à échéance 2030 dans la grosse usine. Alors on sait qu'on serait un petit peu en retard pour les besoins des énergéticiens parce qu'on est déjà en train d'installer des éoliennes aujourd'hui en mer ou sur les parcs flottants ou sur terre, mais la demande, elle ne s'arrête pas. Donc ça, c'est de la demande annuelle, donc le cumulé, il va monter à plusieurs centaines de milliers de tonnes. Merci à vous. On aura l'occasion de dialoguer après justement entre vous. Nous continuons ce tour de table avec vous, Raffaella Giardino. Vous êtes la directrice produit innovation de Carbone Solar. Ce projet très attendu de grande usine de fabrication de panneaux photovoltaïques à Fos-sur-Mer, pour laquelle vous avez obtenu toutes les autorisations d'urbanisme. Donc bravo, félicitations, depuis qu'on ne s'était pas vu il y a un an. Vous êtes depuis le début dans l'équipe qui a construit ce projet, on va dire un peu fou, en tout cas vu de l'extérieur, de faire une gigafactory en Europe, en France, alors que le rouleau compresseur chinois continue sa marche en avant sur cette filière en particulier. Donc c'est une question de souveraineté là aussi. Et pour un fabricant comme Carbone, l'enjeu c'était aussi de moins dépendre forcément de matières premières importées d'Asie. C'est la même chose, voilà, on va se retrouver. Les premiers panneaux, vous me direz si je me trompe, de Carbone doivent sortir de Fos-sur-Mer fin 2026. Un an, autant dire c'est demain, un an c'est rien. Alors ils seront sans doute un peu à l'image, ces panneaux, de ceux le plus vendus aujourd'hui, donc du verre, de l'aluminium. Donc je redonne un peu les composants, voilà, ça c'est une image tirée de Soren, vous savez, l'éco-organisme qui collecte les panneaux, assez connu cette image, mais on voit à peu près, normalement, à quelque chose près, c'est ça, même s'il y a aujourd'hui des bifaces, etc., il y a des choses différentes qui arrivent, mais en gros c'est ça. Sans dévoiler des secrets industriels, Raffaella, quelle place pour la réintégration de matières premières recyclées dans vos modules? Merci, bonjour à tous et à tous. C'est une très belle image. Il montre comme un module photovoltaïque, il contient à peu près les 70%, s'ils sont vert, c'est-à-dire s'ils ont la face avant, la face derrière en verre. De verre, ils ont un cadre aluminium 10%, ils ont des polymères les encapsulants et tout au milieu vous voyez les cellules de silicium et on parlait justement de silicium métallurgique qui vient du quartz. Donc, de l'oxyde de silice, c'est le matériel le plus commun, vous le savez sûrement, sous la croûte terrestre, mais néanmoins, il faut le purifier. Donc, du quartz, du silicium métallurgique, le silicium métallurgique après dans le polysilicium. Le polysilicium, c'est la substance la plus pure qu'on a dans l'industrie, avec des puretés qui peuvent arriver pour le polysilicium de degré électronique et aujourd'hui aussi de solaire jusqu'à 9, 10, 11 N, donc 99,9999. On parle d'un atome sur 10 milliards d'atomes d'impureté. Donc en gros, très dur à réincorporer finalement dans du panneau neuf. C'est ça deux choses, exactement, deux choses. Ouais. Très énergivore à produire. Et donc, c'est intéressant le recyclage pour éviter le consomme d'énergie. Et très difficile de trouver une circularité. Donc, je vous disais, la grande majorité d'un panneau photovoltaïque vert, c'est le verre qui est facile à recycler. L'aluminium aussi est facile à recycler. Facile aussi trouver de l'aluminium qui vient de l'aluminium recyclé incorporé dans le module, au moins en théorie. Donc, concentrons-nous sur la fraction de polysilicium. Nous avons, si vous voyez, on a des lignes qui sont les bus bars ou fingers pour collecter les électrons, pour faire passer l'électricité, qui sont d'argent. Donc il y a un petit pot d'argent. Et sur cette ligne, on a les interconnexions pour faire passer encore l'électricité, qui sont bien sûr du cuivre éthanné, avec de l'éthan autour. Mais les quantités sont, disons, raisonnables par rapport au reste. Les panneaux photovoltaïques, ils ont une longue durée de vie.
20, 25, 30 ans. Et on commence maintenant à voir les panneaux en fin de vie qui rentrent dans la chaîne de recyclage. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas bien, on n'a pas encore des niveaux assez élevés pour que des opérateurs de recyclage puissent en vivre en vendant les produits recyclés. Mais on se prépare vraiment beaucoup au niveau français, au niveau européen. On a plusieurs projets pour travailler sur différentes étapes du recyclage, donc sur la collecte, comment on fait à collecter, comment on les transporte, comment on les identifie, et après comment on les désassocie. Donc nous sommes impliqués dans ces projets européens parce que nous croyons vraiment dans la possibilité de nous différencier pour l'éco-design, l'éco-conception et le recyclage et reuse. Réemploi. Ouais, réemploi. Et c'est vrai que les Chinois ils dominent complètement le secteur, il n'y a pas de doute, mais néanmoins, je faisais un petit exemple à la préparation de ce table ronde. Néanmoins, quand on demande aux fournisseurs chinois s'ils utilisent des composants recyclés, par exemple dans le cadre d'aluminium, qui c'est quand de plus simple on peut trouver, j'ai été confrontée à des réponses de « Oh non, 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 madame, absolument pas, c'est tout nouveau, ne vous préoccupez pas, on ne recycle pas ». C'est mal vu, le recyclage est mal vu. Il faut du neuf. Il faut du neuf. Ouais. Donc la mentalité est vraiment lointaine. Et Raphaël, quels composants, a priori, on comprend bien qu'on est au début, que vous êtes sur une réflexion, quels composants seront a priori faciles à réincorporer pour refaire du panneau neuf et à contrario, qu'est-ce qui paraît impossible à court terme sur les matières? Alors, pour avoir une circularité optimale, on a besoin d'avoir un certain degré de pureté, de clarté, un bas contenu de fer pour le verre. Donc, souvent, le verre, d'ailleurs, dans le panneau photovoltaïque, au moins dans la grande majorité des panneaux qui viennent de Chine, ils contiennent aussi de l'antimoine. Qui, hélas, est dangereux pour du verre alimentaire. Donc, on a des filières de recyclage du verre différenciées. Et s'il n'y avait pas de l'antimoine, ça serait beaucoup plus simple. Mais on n'a peut-être pas besoin de chercher la circularité parfaite. Donc le verre, c'est pas complètement difficile, mais c'est pas complète non plus. L'aluminium, il présente pas de problème. Tout ce qui est polymère, oui, c'est difficile. Parce que comment est-ce qu'on fait à séparer la fraction polymérique du reste? Donc là, c'est la face arrière du panneau, ce qui est en blanc. Alors, les panneaux, il y en a de deux grandes familles. Ceux qui ont un polymère, un backsheet dans la face derrière, c'est plutôt les panneaux produits jusqu'il y a 4 ou 5 ans. Et aujourd'hui, la majorité des panneaux, ils ont du verre en face arrière. Les panneaux produits aujourd'hui. Mais au-delà du backsheet, il y a aussi, vous voyez, les deux layers épaisseurs de encapsulant. Qui peut être un EVA, POE, EPE, c'est du polymère. Et donc, si on veut libérer le silicium et les métaux qui sont dans la partie bleu foncé, eh ben, il faut enlever les encapsulants qui sont fondus autour des cellules. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Et c'est l'objet de quelques projets, aussi financés par l'ADEME. Il y a différentes manières. Une manière très très simple, ça peut être par exemple la pyrolyse, mais alors on brûle les composants polymériques, on ne les recycle pas. Oui. D'ailleurs, on doit aussi traiter les émissions dans l'air parce que ça pollue. Après, il y a des manières avec des brossages pour brosser la partie plastique et pouvoir la recycler. Au niveau industriel, c'est encore difficile. C'est encore difficile. Mais la chose la plus difficile de toutes, hélas, c'est le silicium à cause de la pureté qui est demandée dans le photovoltaïque ou dans les semi-conducteurs est très 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 élevée. Et c'est là que nous travaillons d'ailleurs
Ok, donc on avec verra. l'Europe. On a compris qu'on était au tout début. Merci Raphaëla. Nous terminons ce premier tour de table avec vous, Christophe Richoux. Vous êtes le coordinateur développement durable d'EDF Power Solutions, ex-EDF Renouvelable. Donc une filiale d'EDF qui est bien sûr actrice majeure des énergies renouvelables, à la fois développeuse, exploitante, qui va peser par ses choix avec les autres majors de l'énergie sur les filières de recyclage. Alors il y a 5 ans, vous me l'avez dit, EDF Power Solutions commençait à être confronté à la fin de vie de ses premières centrales éoliennes, pour le coup. Et vous êtes entré à ce moment-là de plein pied dans la question du recyclage des composants, du matériel à déconstruire, qui sont des déchets, mais aussi, bien sûr, une ressource. Quels enseignements, Christophe Richoux, tirez-vous de ces 5 années? Qu'avez-vous mis en place au niveau de l'entreprise? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui change aujourd'hui, peut-être, par rapport à votre approche du sujet? Bonjour à toutes et à tous d'abord. Alors, oui, il y a 5 ans à peu près, on a commencé à être confronté au premier démantèlement de nos parcs éoliens, puisque les parcs éoliens chez EDF Power Solutions, EDF Renouvelable, les premiers parcs ont été construits dans les années 2000. Et la durée de vie d'un parc éolien, elle est autour de 15, 20, 25 ans, ça dépend des hypothèses qu'on a prises et du tarif d'achat. Et là, effectivement, voilà, il y a 5 ans, les premiers parcs éoliens à démanteler en France et en Allemagne sont apparus. On s'est posé la question, évidemment, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces déchets? Et puis finalement, on ne s'est pas posé la question longtemps parce que on s'est rendu compte que les fondations des éoliennes, on pouvait les recycler très facilement, du béton recyclable. On pouvait même le réutiliser sur site. Les mâts des éoliennes qui sont en acier, c'est facile, on recycle ça facilement. Il y a de la demande? Il y a de la demande pour ça? Il y a de la demande, tout à fait. L'acier, c'est un certain coût. Et puis bon, tous les éléments électriques, électroniques, bon, là, il y a des filières pour ça, pas de souci. Et puis bon, après, on est arrivé sur les pales, et là, les pales, c'est un peu plus compliqué, bien sûr. Néanmoins... Les pales qui sont aujourd'hui des matériaux composites. Les pales, ce sont des matériaux composites. Avec des résines essentiellement fabriquées avec de la fibre de verre. Certaines pales sont en fibre de carbone, notamment pour l'offshore. Mais pour les pales à fibre de verre en composite, la difficulté, effectivement, c'est de pouvoir recycler ces éléments. Alors, aujourd'hui, il y a encore 2-3 ans, oui, les filières de recyclage ne sont pas aujourd'hui industrialisées. Elles existent, c'est les prémices. Mais on peut, en faisant du broyage mécanique très, très poussé, arriver à incorporer ce qu'on appelle ces poudres de fibres, les réincorporer dans une résine et en faire d'autres matériaux tels que des plaques isolantes, par exemple, des revêtements pour les passages à niveau. Voilà. Ça, c'est une utilisation qu'on peut faire. Alors, on a aussi des utilisations un peu plus anecdotiques, mais que vous avez peut-être vues déjà dans les journaux ou je ne sais pas à quelle occasion, mais on peut faire ce qu'on appelle du repurposing. On prend une pale, on la découpe en plusieurs morceaux, puis on en fait des tables, du design urbain. Voilà. Ça, c'est aussi quelque chose de sympathique. Mais anecdotique une fois de plus, si on a une de pales à découper, ça va. Si on a un parc éolien entier, c'est pas possible. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle la recovery, thermal recovery, c'est-à-dire qu'on va incinérer la pale, en fait, on va en faire du CSR. Donc c'est pas la plus jolie. Ça devient combustible. Oui. Ça devient combustible. Bon, on a quand même recyclé un petit peu de matière. Et puis il y a l'éco-conception aussi. On a quand même quelques turbiniers qui travaillent aussi sur le fait de pouvoir récupérer toutes les fibres, notamment de carbone, des pales pour que les fibres puissent être réincorporées après dans d'autres filières. Donc voilà, tout ça c'est possible. Et puis nous, chez EDF Power Solutions, on a pris un engagement en 2023 de ne pas enfouir, ne pas enfouir, on va dire, les pales d'éoliennes. Alors ça peut paraître, quand on dit ça comme ça en France, on peut se dire, oui, mais bon, on sait très bien qu'enfouir des pales d'éoliennes en France, c'est pas bien, ça se fait pas d'abord. Mais bon, comme on est un groupe international, on n'a quand même pas la même maturité dans tous les pays. Mais on s'est donné quand même cet objectif-là de ne pas enfouir les pales d'éoliennes. Donc une obligation de recyclage ou de repurposing ou même de réutilisation. Puisqu'aujourd'hui, il y a aussi un marché de seconde main qui existe sur les pales. Donc on peut aussi, quand on démantèle un parc éolien, par exemple, on a des possibilités de pouvoir revendre des éoliennes
qui vont avoir une seconde vie, parfois dans notre pays. Voilà. Ça, Ouais, c'est une sur des possibilité aussi. pays où il y a des sites où on ne peut pas aller trop. Exactement, voilà. voilà, Ouais. voilà. Et effectivement, il y a des turbiniers comme Vestas aujourd'hui qui se lancent dans ce marché de seconde main en reconditionnant Ouais. effectivement des éoliennes. Et notamment pour la France aussi, où on a des sites où on ne peut pas aller à certaines hauteurs, alors qu'aujourd'hui, on produit des éoliennes de plus en plus hautes, Oui. de plus en plus grandes. Et c'est un marché intéressant aussi pour l'avenir. Juste concernant les batteries, qui sont vues par Oui. de nombreux développeurs comme maintenant des équipements annexes, en fait, indispensables aux centrales photovoltaïques, pour dire les choses directement. Oui. Par rapport au prix négatif sur le marché, etc. Enfin voilà, je pense que là, beaucoup d'entre vous sont au courant de ça. S'il y a des questions, on le reprécisera. Quelle est votre approche pour limiter la consommation de matières premières, donc sur les batteries, peut-être moins dépendre de l'Asie? Alors ça va être compliqué pour nous puisqu'on n'est pas producteur. Nous, en fait, Oui. on va Acheter. acheter le produit, donc ça va forcément dépendre du produit. Alors, les batteries aussi, c'est tout neuf en termes d'énergie renouvelable. On a parlé beaucoup d'éolien, on aurait pu parler PV, mais ma consoeur en parle beaucoup mieux que moi, surtout qu'en plus les filières de recyclage de PV en France, c'est très simple avec Soren. On paie une éco-participation quand on achète le produit, le panneau, et tout ça, c'est reversé dans la filière de recyclage. Donc ça, il n'y a pas de souci. Pour les batteries aujourd'hui, alors il y a les batteries au lithium et les batteries qui sont plutôt... le nom m'échappe, excusez-moi. Oui, tout à fait. Mais Oui. les batteries au lithium, par contre, on va avoir beaucoup... Alors, ça arrive sur le marché. On sait que le recyclage des batteries au lithium est tout à fait possible. On sait qu'il y a plusieurs filières en Europe. On va créer, quand on va recycler les batteries, on va créer ce qu'on appelle une poudre noire, la black mass. Mais refaire du lithium ou refaire des batteries par la black mass, c'est possible aussi, mais ça ne se fait qu'en Corée et en Chine. Une fois de plus, en Europe aujourd'hui, on ne sait pas faire. Ok. Alors, nous, comment est-ce qu'on peut intervenir là-dedans? Très honnêtement, on a des moyens très limités. Mais oui, il y a un projet qui s'appelle le projet Circuli, qui se fait que EDF Power Solutions travaille en partenariat avec Orano. C'est le projet Circuli donc, qui essaie de travailler sur ce recyclage du lithium et sur la faisabilité technico-économique, justement. Est-ce que remplacer du lithium, est-ce que utiliser du lithium qui a déjà été utilisé, qui a un coût bien sûr, est-ce que c'est rentable? Ça, c'est encore toute la question. Ok. Merci à vous. On arrive sur la partie table ouverte. Il y a déjà des questions qui sont arrivées ici. Je vais essayer de les intégrer au fur et à mesure dans les questions. Et c'est vraiment la question du coût, évidemment, qui... Alors, pas tant qui vous préoccupe, mais qui est indirectement sous-jacente. Donc si on prend par exemple les aimants permanents, il y a une question là, comment organiser la collecte et le recyclage des aimants permanents. Moi j'y ajouterais dans cette question pratique, donc c'est lié à la souveraineté. On sait que les aimants permanents nécessitent des terres rares, donc vous l'avez dit. Et le recyclage, donc c'est effectivement à minima une source locale d'approvisionnement. Or, le taux de recyclage mondial serait inférieur à 1%. Donc pourquoi? Est-ce que les aimants permanents neufs sont trop peu chers? Est-ce que c'est une faille dans la mode de collecte? Voilà, il y a deux questions là. Voilà. Pardon, il y a plusieurs questions. Déjà, pour parler du coût d'un aimant recyclé, je pense qu'aujourd'hui, l'aimant, c'est une commodité. Il y a à peu près 180 000 tonnes d'aimants qui sont faits chaque année par les entreprises chinoises qui disposent d'énormes usines, qui ont investi, qui ont progressé sur ces technologies-là. Dans un composant comme une éolienne, comme un moteur électrique, en fait, l'aimant, c'est quelques pourcents du prix du composant. Donc finalement, c'est pas très très cher. Enfin, dans une voiture, vous prenez une voiture électrique à 30 ou 40 000 euros neuve, peut-être qu'il y a 70, 100 euros d'aimant dans la voiture. Maintenant, est-ce que c'est le vrai prix? C'est-à-dire que demain, vous avez les Chinois qui possèdent 98% des exportations françaises ou européennes d'aimant. Vous avez vu que ça a chauffé un petit peu avec les Américains. Donc il y a eu un ban sur des technologies, sur des terres rares, sur du gallium, sur plein de trucs. Et voilà, vous vous retrouvez avec des usines qui s'arrêtent
parce qu'elles n'ont plus la possibilité de s'approvisionner. Et c'est ce qui s'est passé cette année. Donc je peux vous garantir qu'il y a un paquet d'entreprises qui sont allées voir la direction générale des entreprises et l'État français en disant comment je fais, je n'ai plus de matières premières. Et là, on chiffre le coût en milliards. Parce qu'on se dit finalement, une usine de voitures qui s'arrête de tourner une journée, eh ben, c'est 1 million, 2 millions d'euros par jour qui sont perdus. C'est des gens au chômage partiel, etc. Donc le vrai coût de la souveraineté, déjà, il se situe là-dessus. C'est un petit composant, mais quand on ne l'a pas, on est très, très embêté. Et effectivement, je pense qu'il faut commencer aussi pour les entreprises à voir ça sous l'angle un petit peu plus souveraineté. Maintenant, est-ce que nos aimants sont moins chers, plus chers que des aimants chinois? Il y a 4 facteurs, et je pense que ça rejoint le projet de carbone. Déjà, c'est la taille, c'est le facteur d'échelle. Aujourd'hui, on a une petite usine pilote, elle fait 100 tonnes par an. C'est une goutte d'eau dans le besoin, et c'est une goutte d'eau par rapport à une usine chinoise qui, elle, va faire 10 000 tonnes de taille. Donc en faisant ça en facteur d'échelle, vous avez des machines plus productives, vous avez moins de personnel pour X machines, donc vous gagnez en fait simplement en courbe de prix. Et vous, par rapport à ça, la future usine, c'est combien? C'est pour ça qu'on fait une usine de 1000 tonnes par 1000 an, tonnes, hein, voilà. qui fera déjà presque 10% des besoins européens. Donc c'est assez gros, hein, c'est un challenge quand même important. Et sur la question de la collecte, Ouais. et c'est peut-être, alors du coup je rebondis de question en question, Ouais, parce qu'il y c'est a une vrai. excellente question qui est publicitée d'ailleurs. Est-ce qu'il faut mettre en place un éco-organisme pour les éoliennes comme ça a été fait pour le solaire et donc du coup pour les aimants permanents? Parce que si j'ai bien compris, il y en a beaucoup qui vous filent entre les doigts. Les aimants permanents, comme Luc a expliqué tout à l'heure, en fait, les aimants permanents, ils sont dans plusieurs objets qui arrivent à la fin de vie. Par exemple, dans le véhicule hors usage. Les filières VHU, il existe déjà en fait dans les REP. Il y a les éco-organismes La qui responsabilité sont agréés, etc. du producteur. Responsabilité élargie du producteur existe déjà dans les VHU. Et effectivement, en plus, je pense qu'il n'y a pas de constructeur dans la salle, les directives VHU est en train d'être révisées. Donc, en intégrant un certain nombre de choses, et notamment sur les aimants permanents. Donc, l'obligation d'enlever certaines pièces, comme par exemple les moteurs véhicules électriques. Les directives, il est en trilogue actuellement à la Commission européenne. Donc, pour le moment, voilà, on ne peut pas faire les annonces, mais il se peut que, en fait, nos recycleurs, demain, ils n'auront plus d'autres en fait, choix qu'enlever ça. Pareil, en fait, quelque part pour les équipements comme par exemple les trottinettes que tu évoquais tout à l'heure. En fait, effectivement, les trottinettes, dans les routes trottinettes, il y a quand même un peu d'aimants. Et donc, les trottinettes, ils font partie déjà de la filière D3E, déchets électriques et électroniques. Donc, ce sont des éco-organismes en fait, qui s'occupent de cette filière, qui vont en fait, pouvoir travailler avec MagResources pour massifier en fait, ces gisements, pour permettre à MagResources pour récupérer ces gisements qui sont très intéressants en fait par ailleurs et en fait récupérer ces roues de trottinettes et pour pouvoir par action d'hydrogène de récupérer des nouveaux aimants. Oui, je fais juste une précision pour les aimants permanents sur les éoliennes. C'est effectivement le cas, on trouve des aimants permanents dans quasiment toutes les éoliennes offshore. Pour les éoliennes onshore, c'est différent, ce sont juste les éoliennes en direct drive, qu'on appelle, qui n'ont pas de boîte à vitesse. Il y en a quand même pas mal. Il y en a pas mal, et il y en a de plus en plus. Voilà, on l'a vu dans le graphique de C'est surtout qu'il y en a de plus en plus. Mais quand on va démanteler en fait tout le gisement éolien, donc les éoliennes qui ont été construites entre 2000 et peut-être de 2020, on ne va pas trouver autant d'aimants permanents que ça. Mais par contre, voilà, là, c'est le futur. En fait, c'est vraiment les éoliennes qu'on construit aujourd'hui et surtout toutes les offshore qui vont contenir ces aimants permanents. Il y a des questions beaucoup sur carbone solar aussi. Il y a des questions sur est-ce qu'il y a un service recyclage du photovoltaïque qui est prévu dans la Gigafactory. Donc je ne sais pas si c'est dans le sens à l'intérieur même. Et des questions aussi, quel est le taux de matières premières recyclées dans le futur panneau de carbone solar, en poids, en valeur. Donc il y a des questions précises. Je ne sais pas si au stade où vous en êtes, vous pouvez apporter ces précisions-là. Pour ceux qui regardent le recyclage des panneaux, il y a l'éco-organisme Sereine, il y a l'éco-participation que ceux qui mettent sur le marché les panneaux payent pour que le panneau soit recyclé. En France, mais dans tous les pays d'Europe. Donc, c'est la responsabilité extendue du producteur. Nous ne sommes pas directement impliqués dans la collecte et dans le recycle de panneaux parce que ce n'est pas notre métier. Nous ne sommes pas des recycleurs.
mais nous sommes très militants, donc on veut absolument que nos produits soient recyclés. Et pour ceux qui regardent l'incorporation de matériaux recyclés dans nos panneaux, encore une fois, au niveau de aluminium, c'est assez simple. Le verre aussi relativement simple. Il y a une question Mais là-dessus d'ailleurs, bon, ça va un peu plus loin. Sur le verre. Vous allez faire avec l'antimoine du coup, vous faites quoi avec ces verres-là? Alors, on a besoin, on peut utiliser du verre sans antimoine, bien sûr, mais C'est ce que vous allez faire? on n'a pas assez de volume de producteurs de verre sans antimoine disponibles aujourd'hui. Donc, quand ils seront disponibles, bien sûr, mais il n'y a pas que l'antimoine comme produit un peu qui dérange un peu le recyclage. Il y a peut-être le plomb aussi qu'on utilise pour attacher les interconnexions, les rubans de étangs pour faire. Mais je voulais mentionner une chose, je ne sais pas si on l'a bien présente, on a parlé de la pureté du silicium métallurgique, de polysilicium qu'on incorpore dans les panneaux, mais est-ce que vous savez, donc nous voulons ramener toute la chaîne de valeur de production de panneaux en Europe pour une question de souveraineté, d'indépendance, mais pas seulement. Vous savez que quand on scie les plaquettes de silicium qu'après on transforme en cellules, on incorpore dans les panneaux, et bien quand on scie les plaquettes, on perd entre le 30 et le 40% de silicium dans la poudre de sciage, dans le kerf. Donc, comme producteur de lingots et des plaquettes, on se doit de recycler le kerf, qu'aujourd'hui, il n'est pas c'est ce que vous allez faire à Fos-sur-Mer. Complètement. On travaille sur ça parce que on parle de recyclage, de downcyclage, de upcyclage, de circularité. Bien sûr, le silicium est encore peut-être incorporé dans de matériel de remplissage pour les routes. Mais l'idée, c'est d'essayer de le upcycler le plus possible. Par exemple, pour les batteries, où on a besoin d'une pureté qui est un peu plus basse, de l'ordre du 5 ou 6 N, et pas aussi élevée que dans le semi-conducteur ou dans le photovoltaïque. Donc ça, c'est voilà, quelque chose sur lequel on peut utiliser. Entre filières industrielles et si possible européennes, voire françaises. Quand on ramènera en Europe, parce qu'aujourd'hui, il n'existe personne en Europe qui utilise, qui fait les plaquettes, qui peut recycler le kerf. Question bête et méchante, faut-il travailler avec la Chine là aussi pour développer le recyclage dans les énergies renouvelables? Donc peut-être question pour Christophe Réchaud aussi en tant que développeur, utilisateur. On sait que ce pays a la majorité des usines de fabrication de produits neufs, mais aussi une puissance industrielle pour faire baisser les coûts sur le recyclage. Est-ce qu'on fait le pari d'être en partenariat ou est-ce que là, ou est-ce qu'on rentre on essaye la concurrence? Comment vous voyez les choses, vous? Là aujourd'hui, en tout cas sur le PV, sur le photovoltaïque, alors bien sûr carbone va arriver, hein, mais aujourd'hui les fournisseurs sont quasiment tous chinois. Je parle du recyclage, on est d'accord. Oui, mais justement, pour recycler, avant de recycler déjà, il faut avoir la filière. Si on ne fait pas confiance aux Chinois qui, avec leur massification énorme de production de panneaux, je pense que c'est quand même aujourd'hui eux les mieux placés pour commencer à travailler le sujet. Alors, ce qu'on fait chez EDF Power Solutions, on a ce qu'on appelle des achats responsables et on demande en fait pour qualifier les fournisseurs de panneaux, c'est-à-dire que pour qu'on puisse travailler avec eux, on a des questionnaires, on a des exigences en fait justement et on leur demande aussi s'ils utilisent du matériel recyclé et à quel pourcentage dans leurs panneaux. Et je dois vous avouer, franchement, les réponses en fait, qu'on reçoit ne sont pas vraiment satisfaisantes, mais on n'a pas d'autre choix aujourd'hui. D'accord. Le point de vue Magresson, j'imagine, il est très différent. Je pense qu'il faut être assez lucide. La Chine est structurée avec des grandes filières de recyclage.
notamment les pales de composite, les aimants, etc. Dispose de capacités industrielles déjà actives, donc c'est clair que ça rend l'équation un petit peu difficile pour des nouvelles entreprises, start-up qui se lancent sur ces marchés. Et en même temps, ce que nous, on essaie de bloquer, c'est finalement la Chine qui vient chercher les déchets européens. Et là, ça complique l'équation parce que ça veut dire que vous avez, alors on pourrait dire un partenaire, mais quand on voit qu'il y a des bans sur l'importation de machines, sur l'importation de technologies, ça limite quand même un peu le partenariat, et ben vous vous retrouvez quand même avec une situation dissymétrique. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaie plutôt de faire, c'est de pousser pour que l'Europe prenne conscience de ce problème-là. Donc elle en a pris conscience. Et il y a quelques jours, il y a eu le plan Resource EU qui a été annoncé par ces journées à Bruxelles, qui vise à mettre un frein à l'export de déchets européens qui doivent nourrir notre économie circulaire. Et aujourd'hui, si vous laissez faire l'open market, eh ben vous allez avoir des entreprises asiatiques et chinoises en particulier qui vont acheter la black mass, qui vont acheter les aimants à des prix très élevés et donc qui vont tuer dans l'œuf toute dynamique d'économie circulaire. Donc notre point de vue, voilà, c'est celui-là. Protégeons le marché européen de ce pillage des ressources secondaires. Olga, vous avez cette même vision? Oui, tout à fait. Donc effectivement, Ressources EU du 3 décembre, en fait, ça nous aide pour bloquer un petit peu les rebuts des aluminium ou des aimants permanents. À vrai dire, pour les black mass, pour le moment, on a du mal parce qu'en fait, comme les black mass, en fait, ils veulent pas interdire en fait l'exportation vers les pays OCDE. Donc, le black mass, il est exporté par la Corée vers la Chine, parce que la Corée fait partie de l'OCDE, comme vous connaissez tous, en fait. Et du coup, on a quand même cette problématique, en fait, des développements, ces filières pré-traitement, toute première filière, en fait, donc on pré-traite pour les Chinois, quelque part, et donc on envoie cette poudre noire de métaux vers les capacités énormes, en fait, parce qu'ils sont tous en surcapacité, en fait, en Chine, avec les usines d'hydrométallurgie, on envoie là-bas. Et donc, du coup, les valeurs, on envoie notre valeur à nous, quoi, en fait, nos métaux. Et effectivement, les ressources EU du 3 décembre ne vont rien faire avec ça, malheureusement. Parce que pour le coup, en fait, il fallait vraiment les modifier en tant qu'en fait, envoi vers l'Europe. Mais bon, voilà. Effectivement, c'est déjà un grand pas en avant. Mais effectivement, ils arrivent quand même à contourner toutes ces choses-là, en fait, parce qu'il faut qu'ils remplissent leur usine. Il y avait ces remarques-là, je ne peux pas prendre toutes les questions, malheureusement, parce que le temps presse et on a une dernière intervention. Mais effectivement, qu'il y a ce contournement vers les pays tiers asiatiques de la part de la Chine qui est tout à fait compréhensible et c'est tout à fait normal aussi. Donc c'est compliqué par rapport à ça. Donc on va faire une petite... un final avec Jean-Philippe Monnier, voilà, qui je propose de nous rejoindre. Peut-être je vais vous laisser la place éventuellement. On va faire ça comme ça. Prenez ce micro-là. Donc Jean-Philippe, vous êtes le responsable du département transport, environnement, matériaux et procédés de l'Agence de développement économique en Occitanie, ADOC pour les intimes. Et normalement c'est ouvert. Et en 3 minutes chrono, à peu près 3h30. Allez, vous allez nous illustrer ce qu'on peut faire à l'échelle d'une région. On a dit c'est compliqué à l'échelle d'un pays, c'est voire compliqué à l'échelle d'un continent, l'Europe, mais en fait, une région peut faire des choses. En tout cas, vous avez lancé une étude. Donc là, vous allez nous expliquer. Oui, merci Franck, merci pour ce temps de parole. Ce que l'on voulait dire effectivement, c'est retracer un petit peu les choses que nous faisons à l'agence régionale sur justement tout ce travail qui est mené, qui est en cours à l'heure actuelle, de la démarche d'identification de matériaux à fort potentiel sur nos territoires, sur notre territoire. Dans ce cadre-là, suite à des échanges qui sont menés sur la filière nautisme et sur la filière énergie, c'est-à-dire des acteurs, que ce soit laboratoires ou entreprises, sont venus nous voir pour nous demander de travailler sur les possibilités et les opportunités d'améliorer le recyclage dans notre région. Dans ce cadre-là, pour commencer ce travail, nous avons mené une étude qui est en cours, qui vient d'être finalisée, qui visait essentiellement à découvrir quelles sont les évolutions dans le temps des gisements des matières spécifiques dont certaines, on vient de vous parler, sur notre territoire. 2020, 2030, 2040. Quelle est la trajectoire, quel est le volume à peu près qui sont attendus. Et ce qu'on a essayé de se faire à travers cette étude, c'est de croiser cette information. Alors il y avait l'énergie, le nautisme, on a fait les mobilités aussi,
D'accord? Et de croiser cette information avec plusieurs critères. Un, avons-nous des entreprises dans la chaîne de valeur? Sur notre territoire, avons-nous des entreprises qui travaillent le recyclage de matériaux spécifiques? Deux, est-ce qu'on a la capacité aussi d'amener ces entreprises et d'aider ces entreprises à renforcer leur modèle économique en revalorisant les matières recyclées sur notre territoire, pas refaire 5000 km les matières qui ont été recyclées. D'accord? Et le troisième point, qui est important, c'est bien évidemment quelle est notre capacité de R&D. On est bien d'accord qu'il va y avoir beaucoup de procédés à faire évoluer avec ces entreprises. Et donc, est-ce qu'on a la capacité de R&D? Est-ce qu'il y a des liens avec le potentiel scientifique de notre région? On va passer à la seconde. Dans le cadre donc de ces éléments-là, voilà, vous avez alors très rapidement les éléments qui sont ressortis de cette étude. En fait, il y a 7 composants qui sont ressortis avec les critères dont je viens de vous parler. D'accord? Les 7 composants qui sont ressortis, vous avez la famille des composites, fibres de carbone, fibres de verre. Vous avez l'alu, l'antimoine, le silicium, les batteries et les composites. Ce que vous retrouvez là-dedans, c'est une partie des éléments, des matériaux qui sont utiles à la transition énergétique. Pourquoi? Vous avez 2 logos là, sur ce truc, la région Occitanie, la région énergie positive. Nous sommes la 2e région de France où il y a des installations photovoltaïques. 3e région de France où il y a des installations dans le domaine de l'éolien. Ça va grossir, ça va être multiplié par 2 en 10 ans, voire par 3, sous l'ambition de la région énergie positive. Il faudra bien s'occuper. C'est bien beau d'installer, mais il faudra bien s'occuper et travailler sur le recyclage de ces installations. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel de marché qu'on souhaite éventuellement aider les entreprises à rentrer aussi dans ce potentiel de marché. Le résultat de l'étude à l'heure actuelle, c'est très simple. 3 points. Premièrement, toujours continuer. Vous allez le retrouver pour les DIB, pour les boîtes de conserve, pour le tout. Il faut aider à avoir des outils amont qui permettent de gérer des flux, d'avoir des outils d'aide à la décision, pour se dire vraiment, mais voilà, quelles sont les politiques qu'on peut mettre en place par rapport à telle ou telle matière. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, il faut aider les entreprises régionales à développer des nouveaux produits et des nouveaux procédés au niveau de cette démarche. Quand on parle de recyclage, on ne parle pas que du recyclage en matière économique. Il y a bien des opérations de tri à mener. Il y a bien des nouveaux appareils à mettre au point. Il doit y avoir aussi, et ça on l'a vu dans l'étude, notamment pour les produits qui sont des vrais produits en fin de vie. Des vraies pièces en fin de vie, pas des chutes de production où la matière est native, elle n'est pas encore corrompue. Donc des vrais... Il y a tout un ensemble de systèmes aussi à mettre au point sur le nettoyage et le traitement de surface avant de pouvoir introduire cette démarche. Donc on a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire aussi avec le tissu économique. Et je terminerai par la 3e qui est la plus importante. La plus importante de tout, à notre avis, c'est être en capacité de pouvoir donner à ces entreprises des modèles économiques pérennes. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à travailler avec toutes les entreprises des filières, d'augmenter la possibilité de pouvoir réintroduire des matières premières recyclées dans toutes les matières qui sont traitées aussi sur notre région. Et donc, donner des voies de valorisation à ces entreprises. Donc, on a bien ces 3 niveaux. Amont, développement des R&D et d'industrialisation de procédés, et trouver des ouvertures et des débouchés qui peuvent être, si possible, territoriales. Et je conclurai simplement en disant qu'on vient de finir l'étude. Donc, on est encore dans une phase, on va dire, intermédiaire. Le 24 ou le 31 mars à Toulouse, on va essayer de réunir tous les acteurs de la chaîne de valeur de ces gens-là. C'est-à-dire tous ceux qui travaillent, les composites, l'alu, les batteries, les anodes, toutes ces choses-là, pour essayer justement 3 choses. 1, leur restituer l'étude. On en a interrogé pas mal pendant l'étude, donc au moins leur restituer l'étude. Deuxièmement, bien évidemment, c'est mieux comprendre les enjeux et les besoins auxquels ils font face sur notre territoire. De quoi ils ont besoin? Ils ont besoin de matériel, de surface. Ils ont besoin de quoi? D'évolution réglementaire. Comment on peut assurer ou de débouchés? Comment on peut trouver des débouchés? Et 3e point, un point qui est super important, et je finirai par ça, cette journée elle doit aussi servir à désiloter ces circuits. Quand on vous parle de circuits, on vous dit effectivement, toutes ces matières-là, elles sont forcément silotées parce qu'elles sont dans une chaîne de valeur. Pour pouvoir la retraiter, on prend les acteurs au fur et à mesure et on va retraiter. Et on s'est aperçu que dans ces acteurs de ces chaînes de valeur de ces différentes matières, bien peu se connaissaient. Donc l'idée, ça sera aussi de désiloter ça pour voir s'il n'y a pas des actions encore plus horizontales qu'on peut mener. Voilà, merci. Merci Jean-Philippe. Donc je vous propose peut-être
On va prendre encore 3 minutes, parce qu'on a presque pas débordé. Merci Jean-Philippe d'avoir été concis. Pour que vous ne soyez pas frustrés, voilà, il y a une hôtesse qui a un micro qui est par là, donc vous pouvez faire les questions en direct et à l'ancienne, comme je disais tout à l'heure. En tout cas, moi je retiens cette idée effectivement d'essiloter, c'est joli, je ne connaissais pas l'expression, mais on voit bien qu'il y a des liens possibles entre des filières différentes qui doivent arriver à se parler. Quand on voit la question des composites, effectivement, dans le nautisme, tout le littoral, en fait, on va retrouver peut-être beaucoup de choses dans les pales d'éoliennes. C'est peut-être. Alors il y a des résines différentes, il doit y avoir des questions techniques derrière qui vont se poser. Des fois, il y a des idées qui semblent simples et en fait, derrière, il y a toute une complexité technique. Mais en tout cas, il y a peut-être des choses à mettre en lien pour arriver à créer des activités avec un volume suffisant. Voilà. Est-ce qu'il y a une question ou pas? Sinon, on peut clôturer là. Donc merci pour votre attention. Merci à vous quatre d'être venus à Montpellier cet après-midi pour cette question du recyclage, de la réincorporation des matières premières dans les énergies renouvelables, un sujet qui reviendra à n'en pas douter sur Energaia. Merci à vous, à bientôt.